Après les nombreux témoignages que l'on a pu écouter ce mois-ci, j'avais envie de vous faire découvrir le métier de Claire Mestre. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Claire Mestre est psychiatre, psychothérapeute, anthropologue et auteure. Formée à la psychothérapie d'inspiration analytique, elle a créé une consultation transculturelle au CHU de Bordeaux en 1994 et fondé l'association Mana. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Claire! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Claire Mestre et je suis psychiatre, psychothérapeute et anthropologue. Voilà. Donc j'ai une consultation transculturelle au CHU de Bordeaux. Bon, par ailleurs, je suis beaucoup dans le milieu associatif. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Ethnotopie. J'enseigne à l'université de Bordeaux en anthropologie surtout, avec un DU voilà, qui transmet ce que nous faisons à Bordeaux. Je suis co-rédactrice en chef de la revue L'Autre, Clinique, Culture et Société, et je fais aussi partie du collège de Spirale, qui est une revue qui est éditée chez RS, voilà, qui D'accord. s'adresse aux professionnels de la petite enfance. Super, merci beaucoup. Alors du coup, vous venez de nous en parler, vous êtes responsable du coup de la consultation transculturelle au CHU de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail, s'il vous plaît? Alors, mon travail, c'est d'accueillir des personnes. Alors, ce sont des adultes, donc des hommes, des femmes, des familles, des bébés et leurs parents, des mineurs aussi, beaucoup de mineurs étrangers, voilà, qui sont, on verra, je crois qu'il y a une question là-dessus, qui sont adressés par d'autres personnes qui ne viennent pas d'eux-mêmes et pour lesquelles leur souffrance psychique est très liée à leur migration Hmm, et aussi à leur arrivée en France. Voilà. d'accord. Donc, cette consultation, elle est en fait sous ma responsabilité, elle est pluridisciplinaire. Donc, je travaille avec des psychologues, enfin, on est pratiquement que des femmes, des psychologues cliniciennes, des anthropologues, des interprètes, bien sûr, mais aussi des artistes, des art thérapeutes, un kiné. Il peut y avoir aussi des psychomotriciennes, puisque voilà, mon principe, c'est de faire des psychothérapies donc pluridisciplinaires, c'est-à-dire on accueille les situations dans un groupe, D'accord. donc parce qu'on a affaire à des situations qui sont généralement extrêmement complexes, voire compliquées et en même temps que le suivi donc de psychothérapie, c'est-à-dire le soin par la parole, il y a des ateliers à médiation culturelle et artistique. Voilà, c'est un peu notre méthode. Donc c'est un soin qui peut être assez long puisque les gens que nous rencontrons vont mal, ils vont même Ouais, très mal, voilà. d'accord. Du coup, transculturel, c'est vraiment Oui, le côté migration qui est en jeu, c'est ça? alors oui, effectivement, certains utilisent le mot interculturel. Nous, on préfère le terme transculturel qui met l'accent sur, le fait que l'équipe et les personnes accueillies n'ont pas forcément la même culture. Il y a des cultures des fois assez éloignées de la nôtre et surtout met l'accent sur les passages. Passage d'une culture à l'autre, alors la leur, la nôtre, d'une langue à l'autre, puisqu'on travaille beaucoup sur des questions de langue. Donc ça met l'accent sur le passage et l'échange. Alors ce n'est pas, un échange, strictement, je dirais égalitaire, puisque nous sommes en position, je dirais, de domination aussi, hein, puisqu'on est dans le pays d'accueil. Mais, en effet, on est sensible à reconnaître, voire faire nôtre des éléments de culture des autres. Voilà. Hmm, d'accord. Et alors, du coup, à qui s'adressent vos consultations et pour quelles problématiques? Sachant que je pense qu'il y a quand même un devoir un peu de confidentialité, mais globalement, est-ce que vous avez quelques petites indications? Bien sûr, alors,
Heu, Ce sont des professionnels qui adressent à la consultation, D'accord. donc des médecins, des psys, psychiatres, psychologues. Ça peut être aussi des éducateurs, des travailleurs sociaux, ça peut être aussi des responsables associatifs ou des militants aussi qui s'occupent de familles migrantes, des, professionnels de l'école aussi, c'est assez fréquent et pour lequel, ils estiment que, je dirais un soin classique ne suffit pas. Souvent, c'est des personnes qui sont passées par un soin classique et donc les problématiques sont, donc liées à la migration. Donc c'est soit parce que, il y a une problématique de langue, on appelle, ces populations allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas le français, mais c'est pas un élément suffisant. C'est-à-dire qu'ils ont une façon d'exprimer leur, on va dire leur souffrance psychologique, sur un mode qui peut paraître, éloigné de notre façon à nous d'exprimer la souffrance. Alors je vous donne quelque chose de très classique, mais c'est pas tout le temps comme ça. C'est des personnes qui vont dire, ben, voilà, c'est de la sorcellerie ou il y a une malédiction ou bien enfin, des formes d'expression qui sont déroutantes et pour Mmh. lesquelles on comprend pas très bien. D'accord. Et puis il y a aussi tout ce qui est lié au fait qu'ils ont migré et donc qu'ils sont passés d'un monde, le leur, familier, à un monde nouveau, et que ça, c'est vraiment à prendre en compte. Ils Mmh. sont dans un cheminement où il faut tenir compte de ce passage-là qui est souvent qui est devenu, en tous les cas, de plus en plus compliqué. Voilà, donc les familles enfin les personnes que nous recevons, elles sont souvent, dans des situations en plus extrêmement compliquées. Compliquées, bon, bien sûr linguistiquement, culturellement, socialement, administrativement, voilà. Donc on a les plus souffrants, hein, bien sûr, Mmh. les questions migratoires ne se réduisent pas à ce que nous voyons, mais nous, on voit les personnes les plus en difficulté D'accord. et qui généralement sont quand même pris dans un réseau de travailleurs sociaux ou d'éducateurs et qui disent: «Bon là, il nous faut, une consultation spécialisée pour les aider à avancer». Voilà. D'accord. Donc en fait, le but de la consultation avec vous, ça va être plutôt de les aider à s'adapter un petit peu dans leur milieu ou... Oui, alors c'est pas le premier objectif. Le premier objectif, c'est leur donner la parole. Parce qu'en fait, les populations migrantes et exilées, parce qu'on a beaucoup de personnes exilées, ils sont souvent, mal connus d'abord, parfois invisibilisés et donc l'accès d'abord aux soins psychiques tout simplement est très compliqué et le 1er but, c'est de leur donner la parole pour qu'ils puissent exprimer, par eux-mêmes ce qui ne va pas, ce qui est déjà, énorme. On a parfois des personnes qui ont par exemple qui viennent voir un psy, c'est pas évident, hein, de voir un psy, hein, des psys en plus et qui disent: «C'est la première fois que je peux parler dans ma langue», par exemple. Ça, c'est important Ah et bah oui. quand on parle dans sa langue, on dit des choses plus en profondeur, avec plus d'affect que Mmh. quand on utilise, la langue de l'autre, quoi. Ouais. Voilà. Bah Donc oui. ça, c'est la 1re étape. Après, c'est, une des étapes aussi, c'est partager la douleur parce que c'est des gens qui ne vont pas très bien, ils peuvent avec une équipe, partager ce qui ne va pas et être, respectés, compris, reconnus. Ça, c'est extrêmement important et effectivement, après, le soin peut être en effet un passage vers la société d'accueil et c'est pour ça aussi qu'on insiste tant, sur les médiations artistiques, et culturelles parce que, alors, il y a plusieurs là aussi objectifs à travers les ateliers. C'est d'abord travailler avec son corps, c'est-à-dire le corps, il y a la parole et le corps, je dirais travailler, Mmh. hem, avec des médias, par exemple, la peinture, l'écriture, la danse, le théâtre, la couture aussi, c'est faire fonctionner son corps et ça, c'est extrêmement important et c'est aussi avoir des relations, sociales avec d'autres. Alors ce sont des patients, mais on a aussi des ateliers où il va y avoir, on essaye de faire des ateliers mixtes, c'est-à-dire français-étrangers, où là, il va y avoir, une forme de rencontre possible, hein, c'est pas toujours possible, mais on le souhaite pour que la personne sorte de la solitude. Parce qu'en D'accord. fait,
l'un des aspects de la souffrance psychique, c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est l'isolement, la souffrance, isole en fait. Le fait de souffrir n'ouvre pas, ne rend pas, Mmh. ouvert aux autres, c'est tout le contraire et en plus quand on est encore considéré comme un étranger en France et bien cet isolement, cette solitude, elle est renforcée. Donc voilà, donc c'est tout ça, c'est, donner la parole et potentiellement et possiblement rencontrer, d'autres personnes avec qui on va partager des choses plutôt, des fois joyeuses quoi, hein. Ouais. Joyeuses et puis qui permet de se découvrir, de découvrir, les capacités en soi. La personne qui souffre, souvent elle est comme, retenue, inhibée, et de se lui donner la possibilité, soudain de découvrir des capacités d'écriture, de dessin, de couture, ça fait beaucoup de bien, en fait. Merci beaucoup. Alors, en échangeant ensemble avant l'interview, vous m'expliquiez que les parents qui décident de migrer viennent dans le but d'offrir une meilleure vie à leurs enfants. Alors, que se passe-t-il pour l'enfant qui arrive en France par rapport à sa construction? Alors en effet, ça c'est vraiment un domaine très important, c'est que, les parents ça c'est une donnée qui est, quasi universelle, hein, si les familles migrent et si les parents migrent, c'est bon pour, améliorer leur vie, pour, gagner leur vie et puis fuir bien sûr, hein, des conditions, soit de répression politique, soit de misère et c'est l'idée qu'il faut donner un avenir meilleur à leurs enfants. Ça, c'est vraiment très, très central. Alors, les enfants en France, évidemment, ça va dépendre de leur âge. Hmm. On travaille beaucoup avec les bébés parce qu'on sait que mettre au monde, un enfant, quand on n'est pas français, il y a vraiment beaucoup de difficultés et puis il y a aussi, des enfants, voilà, qui vont arriver, qui seront, beaucoup plus enfin plus âgés et puis il y en a d'autres qui vont arriver adolescents, puis d'autres qui vont revenir, grands adolescents, je dirais presque jeunes adultes. Donc évidemment, l'arrivée va dépendre de l'âge, mais il va y avoir aussi, d'autres choses que l'on travaille beaucoup avec les parents. 2 éléments essentiels, c'est la façon dont la famille va être accueillie. Les enfants sont extrêmement sensibles à la façon dont on considère leurs parents et généralement, ils sont sensibles à ce qui serait de la discrimination, de la disqualification, du non-respect de leur langue, par exemple. Donc voilà, ça c'est le premier aspect, comment la famille est accueillie et le deuxième aspect, c'est, l'institution. Alors l'institution, bien sûr, ça va de la crèche pour les tout petits, jusqu'à, l'école et le lycée et là, je dirais, c'est très central parce que, il y a des enfants qui font des expériences, à l'école qui sont très, très différentes et il y a alors là aussi, il y a de tout, hein, mais il y a des écoles qui sont extrêmement hospitalières, où il y a une grande solidarité et où les enfants vont tout de suite se sentir, très à l'aise et puis d'autres où, l'école est moins ouverte, à la question de l'altérité, où ça sera beaucoup plus difficile et on ne tiendra pas compte de leurs difficultés. Parce qu'en fait, par exemple, pour, des enfants, on va prendre un exemple, qui savent déjà lire et écrire dans leur langue. Pour passer de leur langue à la langue du pays, c'est un exercice extrêmement, coûteux, extrêmement difficile. Donc il leur faut énormément de temps pour, arriver, au niveau des autres élèves. Moi, c'était de l'ordre de plusieurs années avec, D'accord. beaucoup, beaucoup de travail individuel. Donc là aussi, s'ils sont aidés par d'autres personnes, ça ira plus vite. S'ils sont très seuls chez eux, ça sera difficile. S'ils ont un hébergement, qui est, de mauvaise qualité, s'ils n'ont pas de bureau, s'ils n'ont pas, voilà. Donc vous voyez, il y a tout ça qui va rentrer en compte et ça va interférer bien sûr sur sa construction et puis bien sûr, il va falloir que, il gère, cet enfant, je dirais le passage du domicile à l'extérieur puisque alors c'est pas le cas pour tous les enfants, mais il peut y avoir une grande différence entre, je dirais la culture du domicile avec sa langue, ses odeurs, sa cuisine, Hmm. ses habitudes, ses rites et le monde du dehors, l'espace d'abord, la rue et puis après l'école où là, ça peut être des codes complètement différents, bien sûr une langue différente, des codes différents, des distributions de l'espace aussi différents. La Hmm. question par exemple des garçons et des filles et puis bien sûr,
l'arrivée dans l'institution, il faut que cette institution, elle soit la moins discriminante possible. Ce qui n'est pas une donnée naturelle, hein. Les institutions ne sont pas forcément égalitaires. Voilà. Donc tout ça va interférer sur le développement de l'enfant. Il y a certains enfants qui vont tout de suite être des experts, c'est-à-dire s'adapter extrêmement rapidement, apprendre très, très vite la langue, s'accaparer, je dirais, tous nos codes, nos outils. Et pour d'autres, ça sera beaucoup plus difficile. Alors nous, par contre, on voit ceux qui sont le plus en difficulté, par exemple les mineurs qui arrivent, par exemple, vers l'âge, on va dire, 14-15 ans, qui n'ont pas été scolarisés dans leur école dans leur pays ou qui n'ont été qu'à l'école coranique. Effectivement, quand ils vont arriver à l'école française, ça va être extrêmement compliqué. Donc on les voit et c'est là où on va essayer de travailler avec les équipes éducatives pour les aider le mieux possible. Voilà, mais ces problématiques de l'adolescence, c'est pas du tout la même chose qu'un bébé, par exemple, ou un petit enfant où, le souci, c'est qu'il ait accès à notre culture le plus rapidement possible. Mmh. Si vous voulez, plus on accède jeune à ce qu'on appelle, nous, la culture, c'est-à-dire les livres, la musique, les spectacles, plus ils ont accès à ça, moins ils seront victimes d'une inégalité en termes de développement. Voilà. D'accord. Oui, c'est intéressant. Oui, parce que finalement, plus on arrive jeune dans un pays, plus c'est facile, rien que pour la langue, voilà, pour comprendre plein de choses. Et c'est vrai qu'après avoir fait plusieurs interviews avec des personnes du coup qui avaient une double culture, il y en a certains justement qui ont vécu cette différence entre la maison et l'extérieur. Absolument. Euh, Mmh. et qui du coup savaient pas comment réagir face à certaines situations parce que c'est pas comme ça que ça se passait chez eux, donc ils savaient pas trop sur quel pied danser. Mais en même temps, c'est aussi important, je pense, d'avoir aussi cette culture d'origine pour savoir d'où on vient, et tout ça, c'est aussi important dans la construction. Donc finalement, l'enfant sera toujours un petit peu entre deux chaises et devrait essayer de s'adapter à l'un ou à l'autre. C'est ça l'enjeu, hein. Mais c'est un enjeu, heu, enfin, qui paraît très compliqué et qui est, je pense, très compliqué, c'est-à-dire d'accueillir, enfin comme vous dites, de s'adapter, de s'inclure dans une nouvelle société en n'effaçant pas trop, Mm. effectivement, le monde d'où l'on vient. Ouais. Et c'est vraiment compliqué, parce que sans doute qu'il y a des choix à faire. Bon, par exemple, l'acquisition de la langue française, c'est un vrai enjeu. Bien sûr, ça va dépendre à quel moment l'enfant arrive en France, mais heu, ce qui se passe souvent, c'est que, les enfants vont acquérir la langue française qui va devenir dominante, par rapport à la langue des parents, malgré l'effort des parents. Ouais. Ça, c'est très, très compliqué. C'est vrai pour toutes les langues et particulièrement pour les langues minoritaires. Mm. Et quand, j'entends les langues minoritaires, c'est pas, bien sûr l'anglais, c'est les langues, je sais pas, je vous dis au hasard, le pachto ou le dari pour les Afghans, le bambara ou le wolof pour, des gens d'Afrique de l'Ouest, voilà, ou le malgache, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un rapport très inégalitaire entre les langues qui est le fruit de notre histoire et c'est vrai que, longtemps on a exigé, alors des parents et des enfants, qu'ils abandonnent leur langue parce qu'on pensait que ça s'adapterait mieux. Là, les choses ont beaucoup changé et on estime que c'est une richesse que d'avoir, plusieurs langues, surtout que c'est une donnée assez universelle. Dans beaucoup de pays, les gens parlent plusieurs langues, en fait. Nous, on est très monolingue, hein. Ouais. Et cette acquisition du français, eh bien, pour ne pas effacer la langue première, c'est quand même, il y a un enjeu, très important. Et effectivement, vous avez raison, garder, la langue des parents, c'est avoir accès à ses origines, bien sûr, et à la culture des parents. Mm. Ouais. J'aimerais bien maintenant que vous nous partagiez votre plus beau souvenir ou l'histoire qui vous a le plus marqué au cours de votre carrière. Alors c'est une question, je dois dire, auquel j'ai beaucoup réfléchi parce que voilà, vous m'avez demandé et je dois dire que, bah, j'ai pas trouvé un seul souvenir. J'ai trouvé des impressions, Mm. dans mon métier qui est un métier quand même extrêmement difficile, où il y a beaucoup d'écoute, où on écoute des gens qui souffrent beaucoup. Alors en plus quand les enfants souffrent, c'est vrai que c'est pas très facile. Ouais.
on a un sentiment de révolte et d'injustice. Et je me suis dit que j'allais vous parler peut-être d'une situation, que j'avais vécue, assez récemment et qui m'a donné, je dirais, que j'aimerais garder comme, quelque chose de positif dans mon métier. Et c'est l'histoire, bon, d'une famille, sierra-léonaise, voilà, qui a fui son pays, parce que, le couple, donc monsieur et madame, refusaient, les rites de la tradition pour leurs enfants, qui sont, l'excision pour les filles et des rites pour les garçons où il y a, des rites, qu'on inflige sur le corps avec, des formes de blessures, on peut dire, hein, sur le Mmh. corps, voilà. Et puis tout un tas d'autres choses et ils estimaient qu'ils voulaient s'extraire de la tradition, ce qui est une chose extrêmement difficile de s'extraire d'une tradition. Ils sont arrivés en France, bon, il est arrivé plein de soucis. Je passe sur, leur demande de protection et comme c'est une famille qui venait finalement d'un village africain, ce qui est pas toujours le cas parce que les gens peuvent venir de villes africaines, l'arrivée en France a été assez compliquée et on s'est aperçu que, les enfants étaient très tristes, et on leur a demandé d'écrire ce qu'ils ressentaient et on a été très, très bouleversés par, notamment, le garçon, je vais plutôt parler du garçon qui a une dizaine d'années et qui avec son petit français hésitant nous a, dit ce qu'il ressentait, sa tristesse et surtout, justement, la tristesse de voir ses parents, en difficulté. Mmh. Alors ce petit garçon a réussi à exprimer par la langue, mais aussi par l'écrit, ce qu'il ressentait vraiment par rapport à son arrivée en France. Et puis, donc, voilà, on a beaucoup valorisé cet écrit. On est allé voir, hem, le défenseur des droits, qui est aussi le défenseur des droits des enfants, qui l'a accueilli, qui l'a écouté avec, d'autres enfants et c'était pour moi extrêmement émouvant. Je ne sais pas si c'était un beau souvenir, mais c'est émouvant de voir les enfants qui s'appropriaient justement la parole face, si vous voulez, au défenseur des droits qui est quand même, une personne qui représente quelque chose d'important en France, Ouais. puisque c'est un personnage officiel. Donc c'était le représentant donc, sur la ville de Bordeaux. Et puis, bon, les consultations ont continué avec cette famille dans la présence des enfants, ce petit garçon et ses jeunes sœurs. Et il est souvent très silencieux, ce petit garçon. Et la dernière consultation, dans la consultation, il a écrit un mot, il nous l'a donné à nous. J'étais avec ma collègue, ma cothérapeute. Et sur ce mot écrit dans un français mais vraiment, excellent, sans faute d'orthographe, sans faute d'accord, il nous remerciait de prendre soin de ses parents. Et c'était absolument extrêmement troublant, quoi. Extrêmement troublant, très gratifiant, bien sûr pour nous. Ouais. Et on a besoin aussi en tant que thérapeute parfois d'être gratifié, mais surtout, extrêmement émouvant de voir ce petit garçon sensible à l'état de ses parents et comment il avait fait, je pense, un effort considérable pour s'approprier la langue française qui est quand même une langue, difficile Ouais. avec, voilà. Donc ça, j'avais envie de vous le dire Mmh. parce que ça m'a émue, ça nous a émus et j'aimerais bien garder ce souvenir longtemps, comme, un des aspects de mon métier. Voilà. Et en plus, c'est parfaitement en lien avec ce que vous avez dit juste avant, que les enfants étaient sensibles Ouais, justement à comment étaient accueillis leurs parents et comment s'ils étaient perçus dans le pays d'accueil. Donc c'est exactement en fait ce qui s'est passé pour ce petit garçon absolument, finalement. c'était l'illustration totale de ce que l'on sent bien, chez les enfants. Bon, j'ai un autre souvenir d'un petit garçon, qui vient avec sa maman et elle me dit: «Ah oui, il veut faire docteur plus tard». Et je le vois qui me regarde comme ça avec, insistance, et quand sa maman, alors elle me dit: «Quand je ne vais pas bien», un petit garçon pareil, hein, qui n'a pas plus de 10 ans, il dit: «Bon, on va faire comme le docteur Maistre, je vais te faire parler». Et c'est en même temps émouvant, et puis en même temps, ils grandissent trop vite ces enfants aussi qui voient leurs Mm. parents, en difficulté. Ils grandissent Ouais, vite, quoi. Et ouais. on leur voit quand même, de leur enfance, quoi. Mm.
C'est mignon en tout cas les réactions qu'ils ont, Ouais, c'est assez touchant ouais. effectivement. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors oui, bien sûr, hein, j'ai un message. Je crois surtout en ces temps, politiques compliqués, je dirais: «Il ne faut pas renoncer à notre hospitalité». Je pense que vraiment, la population française a une capacité d'hospitalité énorme et particulièrement bien sûr pour, les familles, et les enfants. Donc ça serait vraiment mon 1er message. Je dirais que, hem d'accueillir l'autre, l'étranger, celui qui est différent de nous, c'est une chance en fait. C'est une chance et c'est une chance pour tout le monde. C'est une chance à titre individuel, c'est une chance pour nos institutions, c'est une chance pour l'école. C'est, une façon de réfléchir sur, nous-mêmes, c'est-à-dire que ça c'est une forme de banalité que de dire que l'on apprend à se connaître par l'autre, hein. Ça c'est tout ce qui est propre à l'amour, à l'amitié. Mm. Mais là, avec l'étranger, c'est une ouverture sur ce qu'on est et aussi à ce qu'ils nous proposent eux. Donc, je vous ai parlé de la langue parce que c'est vrai que c'était important, mais il y a aussi, la nourriture, la culture, la musique, il y a plein de choses que les autres peuvent nous apprendre, et enrichir ce que l'on est. Et ça nécessite une forme d'hospitalité et d'ouverture à la rencontre. Ce qui Mm. est un exercice parce que rencontrer l'autre, c'est tout en restant soi-même, mesurer, je dirais la distance, qu'il y a à parler aux autres. Parce que parfois il manque la langue, parce que parfois on est maladroit, Mm. on sent que l'autre aussi est maladroit. Moi je trouve que c'est un exercice qui est très enrichissant. Donc voilà, ça serait vraiment le message principal et qui repose aussi sur, débusquer nos préjugés, heu, les réduire parce que c'est vrai qu'en ce moment, l'étranger, peut nous faire peur. Alors, on a plein de voix qui pensent que, recevoir l'étranger, ça va nous faire disparaître, ça va, dissiper notre identité, ça va, or, très honnêtement, notre identité, elle est très solide, hein. Moi, j'ai pas de crainte pour notre identité. Depuis très longtemps, on a des contacts avec les autres, hein. Je veux dire, c'est une vieille histoire, quoi. Donc on ne devrait pas avoir peur, au contraire, de faire, voilà et la question des enfants, enfin, je suis contente que vous m'ayez, interpellée là-dessus. Elle est particulièrement importante en ce moment, quoi. Mm. Parce qu'il y a vraiment des enfants de migrants, qui trouvent pas leur place, quoi. Et on doit le leur offrir, ils doivent se sentir invités et accueillis. Mm. Bah, c'est un super message en tout cas, Romain. Ça nous permettra de réfléchir là-dessus. Et pour finir, est-ce que vous avez des ressources que vous avez envie de nous partager à ce sujet de la transculturalité sur, par exemple, des livres ou des sites ou des associations qui pourraient être intéressants de connaître? Oui, alors bien sûr, il y a tout mon travail, le travail de Marie-Rose Moreau évidemment, qui est, très important. Alors c'est très, très simple d'aller sur son site, sur le site, de la Maison de Solène, de son association, l'AIEP. Alors, je fais partie aussi du collège de Spirale et de RS où on a régulièrement des textes, hein, peut-être plus vulgarisés en tous les cas sur ces questions-là. Il y a aussi une association que je trouve très chouette qui s'appelle Dulala, qui est une association qui s'occupe du bilinguisme. D'accord. Voilà, donc qui offre plein d'outils pour le bilinguisme. Donc je trouve alors, c'est pas du tout dans le soin, c'est plutôt, voilà, sur la question de l'apprentissage, des langues. Mhm. Sur le soin, voilà, moi je suis effectivement proche du soin, donc c'est tout ce que je vous ai cité, mais une fois qu'on la mo le mo on trouve le mode d'entrée par, mon nom ou celui de Marie-Rose Moreau, on a accès vraiment à des choses, Ouais. qui vont du plus, je dirais, entre guillemets «scientifique», la revue L'Autre, Mm. à des choses, plus simples et plus ouvertes, voilà, qui là, c'est pas très difficile, on trouve sur internet. Et du Lala, c'est bien parce ils ont vraiment, ça c'est parti des parents qui disaient comment, hem, donner à nos enfants la possibilité d'être bilingues.
C'est pas évident, hein, c'est pas du tout évident. Donc ils Non, c'est proposent pas mal de intéressant. choses, c'est intéressant. C'est génial. Mais en tout cas, mais merci beaucoup, c'était très intéressant comme échange. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast et d'avoir trouvé un petit temps pour échanger avec moi. J'espère que cet épisode pourra aider les personnes qui en ont besoin. En tout cas, ça nous a ouvert les chakras. Merci Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.